Bonjour Carole Damiani, bienvenue à vous. Vous dirigez l'équipe de psychologues qui accompagne les victimes et les parties civiles durant la totalité du procès des attentats du 13 novembre. Alors hier, on l'a vu, c'est un nouveau procès en quelque sorte qui s'est ouvert puisque la parole a été donnée aux accusés et notamment à Salah Abdeslam, le seul survivant des commandos du 13 novembre. Les 13 autres accusés vont avoir droit à la parole dans les jours qui viennent. Alors beaucoup de parties civiles ont entendu hier, parfois pour la première fois, la voix de Salah Abdeslam, une voix que certains ont qualifiée de douce, entre guillemets. Il a dit qu'avant les attentats, il avait, je sais pas, une petite copine, un boulot, évidemment de la famille, des sorties entre copains, enfin, une vie normale, quoi. Moi, je me pose la question de ce que ça peut créer comme sentiment auprès des victimes, des parties civiles, d'humaniser un terroriste et de voir que finalement, il a une vie avant dite normale. Il est important de faire de la pédagogie avec les victimes avant le procès déjà pour leur expliquer pourquoi on va laisser la parole aux accusés et les laisser s'exprimer sur leur vie. Hier, 3 accusés ont été entendus et 3 ont présenté une vie normale. L'un d'eux a même dit on ne naît pas avec une Kalachnikov dans les mains. C'est Mohamed Abrini. Tout à fait. Et donc, il était important pour les victimes de les entendre, qu'ils soient d'accord pour parler. Les 3 ont parlé, ce qui est déjà positif pour elles. Elles ont été décontenancées, pour certaines d'entre elles, par le contenu de ces paroles, qui était très lisse, très normal, entre guillemets, et qui ne permettent pas encore aujourd'hui, mais on a du temps pour le faire, de comprendre leur parcours. Bien sûr. Mais justement, écoutez par exemple, entendre pendant 2 heures le témoignage de Salah Abdeslam sur son intimité, est-ce que c'est une véritable épreuve pour les victimes ? Alors, elles étaient prévenues, elles le savent, mais il y a des moments de ces auditions qui les ont un peu plus heurtées. Et d'ailleurs, il y en a un qui a pris des précautions en disant « Ce que nous vivons en détention n'est pas ce que vous avez vécu vous-même, on ne peut pas le même sur le même plan, mais quand même ». Et entendre parler des conditions de détention, pour certaines victimes, c'était assez insupportable. Est-ce que ça fait partie du chemin à faire pour les victimes d'entendre la vie des accusés, de les humaniser, de voir que ce n'est pas seulement que des monstres. Ils n'ont pas toujours été des monstres, en tout cas. Alors, il y a 3 questions que se posent très souvent les victimes. C'est qui ? Donc là, il y a des accusés qui sont en face d'elles. Comment ? Et ça passe par l'interrogatoire, effectivement, de ces accusés. Et pourquoi ? Et c'est cette question qui est la plus lancinante et la plus difficile à trouver une réponse. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on a pu entendre hier qui a pu les satisfaire. Alors, comment vous les préparez, justement, ces parties civiles ? C'est quoi la préparation ? À quel moment vous les prenez en main, selon les besoins, j'imagine, de chacun ? Alors déjà, le travail de préparation commence plus d'1 an avant le procès. Donc, à travers des rencontres, à travers des réunions préparatoires, il y en a eu 3, des permanences ouvertes pendant tout l'été. Donc, nous avons déjà reçu 500 victimes avant même l'ouverture du procès. Ce qui permet de faire cette pédagogie tout à fait nécessaire, de comprendre la tradition orale du procès, pourquoi on est obligé de dire ce qu'il y a dans les dossiers et pourquoi on est obligé effectivement de laisser cette place aux auteurs pour comprendre. Et la plupart ont admis cette règle du jeu. Oui, une nouvelle règle du jeu qui date donc d'hier, mais auparavant, il y a eu 5 semaines de témoignages des victimes. Qu'est-ce que vous avez perçu psychologiquement de la part de ces victimes ? Beaucoup de culpabilité. Qu'est-ce qui revient souvent dans l'état d'esprit des victimes ? Alors, il y avait deux sortes de choses. D'une part, pour les survivants, la profondeur du traumatisme psychique et pour beaucoup, ce sentiment de culpabilité de ne pas avoir pu sauver, aider beaucoup plus. Et puis, il y a les endeuillés qui avaient besoin de faire vivre les personnes disparues. Alors, comment ça va se passer après ? Parce qu'on le sait, la mise en lumière de ce procès, ça aide évidemment les parties civiles, mais après, ce procès, il va s'arrêter dans quelques mois. Est-ce qu'il va y avoir un suivi psychologique des parties civiles à la fin du procès ? Alors, ce suivi psychologique, bien entendu, ne va pas s'arrêter au mois de mai, à la fin du mois de mai. Il va se poursuivre. Il y aura peut-être un appel aussi, peut-être. Donc, c'est important. On s'aperçoit souvent qu'après un procès, il y a une espèce de phase un peu dépressive, un peu difficile. Comme un sentiment d'abandon ? Il y a ce sentiment d'abandon. Et puis, c'est souvent le combat qui les a maintenus, c'est-à-dire l'attente de quelque chose. Et puis là, pendant 9 mois, ils vont être ensemble. On a vu que le groupe était très soutenant. Il y avait des relations de fraternité très, très fortes, très solidaires. Et entre les parties civiles. Et les parties civiles venaient, pour la plupart, accompagnées aussi de leur famille, d'amis. C'était possible, ça. Alors,
accompagnés de leurs familles et de leurs amis, et même il y avait une communauté des victimes, c'est-à-dire que cette solidarité, elle s'exprimait par l'ensemble du groupe. C'était très fort. Oui. Donc là, après 9 mois, se retrouver sans ce combat, être seul, ça risque d'être éminemment difficile. Mais vous serez là pour continuer à suivre ces parties civiles. Est-ce que vous, en tant que psy, vous avez pu observer un changement de comportement, décrypter un changement en tout cas de la part des accusés? Parce que Salah Abdeslam, apparemment, hier, a fait ce qu'on pourrait appeler profil bas, ce qui n'avait pas forcément été le cas jusqu'à présent dans le procès. Alors on peut se poser la question, est-ce que c'est spontané? Est-ce que c'est une stratégie? Qu'est-ce que vous en pensez? C'était bien lisse, en tout cas. Très lisse. Très lisse. Trop lisse. Pour hier. D'accord. On verra par la suite. Et l'état psychologique aussi de tous ceux qui participent au procès, je pense notamment aux avocats, aux journalistes qui ont entendu, comme vous le dites, des centaines et des centaines de témoignages. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Alors, nous avons mis en place des dispositifs, non seulement pour les parties civiles, mais aussi notamment pour les journalistes, les avocats qui le souhaitaient. Alors, je vais utiliser une expression triviale, mais la dernière semaine, ça tombait comme des mouches. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de personnes qui se sont senties envahies, débordées par tout ce qu'ils ont entendu et qui ont eu besoin d'un moment de pause, d'un moment d'en parler, parce que c'était vraiment trop difficile. Et dans ces cas-là, vous allez les chercher pour libérer la parole ou elle doit venir à vous? Elles sont venues très spontanément. D'accord. Et la dernière chose qu'on peut vous demander, c'est vous, en tant que psychologue, justement, est-ce que vous arrivez à prendre en charge toute la détresse qui vient à vous? Parce qu'effectivement, à chaque fois, vous avez dit c'est la même histoire, mais ce sont des personnes différentes qui l'ont vécue. Alors comment on fait pour écouter toujours la même histoire et aider les gens? Alors, les psychologues de l'équipe bénéficient d'une supervision qui leur permettent eux aussi d'exprimer ce qu'ils vivent. Et puis, il y a des moments conviviaux qui permettent aussi de partager cela. Nous voulons éviter ce que les anglo-saxons appellent la fatigue compassionnelle, c'est-à-dire ce que toutes les personnes, tous les acteurs présents à ce procès peuvent ressentir, c'est-à-dire d'être débordés, fonctionner comme des éponges et ne plus pouvoir faire la différence entre leur vie et ce qu'ils entendent. Je vous remercie, Carole Damiani. Merci beaucoup.